Bienvenue au rendez-vous de la grande édition sur la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Le gouvernement du Rwanda avec les jeunes du district de Huye ont effectué ensemble des travaux communautaires en plantant des arbres dans la forêt de l'université de Huye, communément appelée Arboretum. Cela pour encourager ces jeunes à entretenir l'environnement. Au sommaire également, alors que le procès Kabuga est suspendu à La Haye, certains analystes y voient des manœuvres dilatoires. Nous suivrons l'un d'eux. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. Le gouvernement du Rwanda avec les jeunes du district de Huye ont effectué ensemble des travaux communautaires en plantant des arbres dans la forêt de l'université de Huye, communément appelée Arboretum. Cela pour encourager ces jeunes à entretenir l'environnement pour une bonne santé et un bon développement pour le futur de tous les habitants du monde. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du Commonwealth qui se fête le 13 mars. Cette forêt d'Arboretum est l'une des forêts intitulées en la mémoire de la reine d'Angleterre, Queen's Canopy. C'est pour cela qu'ils l'ont choisi pour ces travaux communautaires. Ces travaux ont été rehaussés par la présence du ministre de l'Environnement et celui de la Jeunesse. Le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie demande aux agents du secteur privé qui opèrent au Rwanda à préparer les projets pouvant entrer en compétition avec ceux d'autres Africains dans le cadre de voir s'ils peuvent bénéficier du fonds d'aide de ceux qui souhaitent accroître la productivité de la zone de libre-échange économique, un marché commun africain appelé AFTEC en sigle et en anglais. Les détails, c'est dans le récit suivant. C'est au Rwanda que va se placer le siège du fonds chargé de financer des projets liés à l'augmentation de la production de produits pouvant être écoulés sur le marché africain. Ce fonds appelé Fonds d'ajustement est censé aider le secteur privé dans les pays qui ont signé et ratifié l'accord établissant le marché commun africain. Le président du conseil d'administration de la Banque pour l'exportation et l'importation, Afreximbank, le professeur Bénédicte Orama, qui recevra également ces fonds, montre l'importance de disposer d'un tel fonds pour le secteur privé en Afrique. Ce fonds sera doté au départ de 10 milliards de dollars. Le ministre des Affaires étrangères qui a signé l'accord pour accueillir le siège de ce fonds souligne qu'il contribuera à développer l'investissement et l'innovation et à améliorer l'économie des pays africains grâce à la fluidité des flux de produits et de services sur ce continent. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome, demande au secteur privé rwandais de s'efforcer de préparer des projets concrets pouvant rivaliser avec d'autres Africains afin de pouvoir obtenir des fonds auprès des banques. C'est un défi et cela demande beaucoup de préparation. Ce que je voudrais dire aux Rwandais, c'est une grande opportunité mise en place par les chefs d'État. L'histoire montre que l'Afrique a toujours été celle qui reçoit et ne donne rien. Et lorsque nous recevons donner, l'Afrique a toujours voulu recevoir. Il est temps d'être satisfait de ce que nous faisons, que ce soit dans l'agriculture, dans les affaires, dans l'industrie, afin que les Africains se rendent compte qu'ils peuvent avoir ce qui est important. J'appelle tout le monde à comprendre, à se préparer pour que cela soit mis en œuvre par ceux qui le veulent. On s'attend à ce que la réunion des ministres des pays ait finalement approuvé l'accord établissant le marché commun de l'Afrique qui se tiendra au Rwanda en juin de cette année, ce qui déterminera la date à laquelle ce fonds commencera à fournir des services au secteur public et privé qui en ont encore besoin. Jusqu'à présent, 46 des 55 pays qui composent le continent africain ont ratifié l'accord sur le marché commun du continent qui devrait permettre à 30 millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté et à son économie de se lever à 450 milliards de dollars en 2035 avec un taux de croissance de 7%. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. À l'occasion de la clôture de la conférence internationale de la Société africaine de médecine légale à Kigali, il a été annoncé que le siège de l'Académie africaine des sciences légales sera au Rwanda. Le récit suivant nous en dit plus. Qui vit au Rwanda parle au téléphone avec son frère qui vit à l'étranger. Ils échangent souvent grâce à l'Internet.
Il lui a parlé du transfert des biens immobiliers entre différents pays au prix convenu. À la grande surprise, il a été convoqué par le tribunal national pour falsification de documents. La justice utilise actuellement la technologie où il n'est pas nécessaire qu'une personne témoigne. Cette technologie aide le système de justice pénale à trouver des preuves qui peuvent être utilisées pour incriminer un suspect, même en l'absence de témoins, déclare le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Ugirashebouja. C'est une étape importante car auparavant, il y avait des moments où un premier ou un deuxième témoin était nécessaire pour plus d'assurance, poursuit-il. Mais nous en sommes arrivés au point où nous utilisons des preuves technologiques, même s'il n'y a pas de témoin, donc le coupable est puni ou acquitté conformément à la loi, conclut le ministre rwandais de la Justice. À l'occasion de la clôture de la 10e conférence annuelle de la Société africaine de médecine légale, certains des participants ont partagé leurs avis pour améliorer davantage le secteur. Forensique, nous avons appris beaucoup de choses, surtout par rapport à la gestion, par exemple, du côté psychiatrique des auteurs d'agressions sexuelles, par rapport à la gestion des victimes d'agressions sexuelles, et comment surtout par rapport au génocide, aux différentes morts en fait inconnues, avec les migrations, l'immigration, ainsi de suite, on a pu savoir comment faire dans la plupart des cas pour pouvoir en fait, identifier ces corps. Et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la procédure à suivre et comment mettre en place tout un système pour le faire correctement dans nos pays. Le premier objectif d'AFSA, c'est tout d'abord de rassembler tous les experts en sciences forensiques, non pas seulement au Rwanda, mais dans tous les pays africains. Et nous avons déjà l'accord de quasiment tous les pays pour rejoindre cette académie. Deuxièmement, ça va permettre aussi de démontrer l'expertise des africaines et des experts africains au sein du continent, mais aussi en dehors du continent. Et puis troisième objectif, c'est d'aider les efforts fournis par les gouvernements et les pays dans tout ce qui est formation, mise à niveau des connaissances ultimement, l'objectif final, c'est évidemment donc d'offrir des services forensiques qui permettent d'avoir une expertise technique basée sur des évidences, basée sur des données scientifiques pour que les systèmes judiciaires dans nos pays africains puissent avoir donc un avis informé, un avis, je dis encore une fois, scientifique pour résoudre les problèmes et les procès d'ordre judiciaire. Au Rwanda, jusqu'à présent, plus de 33 000 cas ont été traités depuis 2018 et beaucoup ont été acquittés avec ces preuves et d'autres reconnus coupables des crimes qu'ils ont commis et ont été ainsi punis. Les habitants de la ville de Nyagatare et ceux qui travaillent sont contents des infrastructures qui sont construites dans cette ville car cela permet la création des emplois. Ceux qui sont dans le secteur privé et ceux de la direction du district de Nyagatare disent qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ces infrastructures puissent générer un revenu. La ville de Nyagatare est l'une des 6 villes secondaires à la ville de Kigali. Elle continue à se développer grâce aux infrastructures qui y sont construites. 18 km de routes goudronnées ont été construites dans cette ville, ce qui a coûté plus de 19 milliards de francs rwandais. La construction du stade de Nyagatare a motivé certaines personnes à construire les maisons de commerce près de ce stade, ce qui leur permet d'acquérir des bénéfices. Des usines sont aussi construites dans cette ville. Les habitants et ceux qui y travaillent affirment que ces infrastructures leur donnent beaucoup d'opportunités dans le domaine du commerce. Le secteur privé compte aujourd'hui plus de 7000 membres. Ils se sont engagés à exploiter au maximum les infrastructures construites pour eux et souhaitent qu'un plan directeur soit rapidement publié pour accélérer le développement de la ville. Les autorités du district de Nyagatare rassurent que le plan directeur de la ville est déjà disponible et qu'il sera bientôt présenté au secteur privé pour encourager leurs activités commerciales. Le Rwanda continue de construire des infrastructures dans le district de Nyagatare, l'une des 6 villes secondaires à la ville de Kigali. Les analystes en économie estiment que cela donne plus d'opportunités à ceux qui sont dans le secteur privé, ce qui permet de générer plus de bénéfices aux habitants de cette ville. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise.
Les spécialistes de la santé mentale préviennent contre la consommation excessive de l'alcool qui peut nuire à la santé de l'individu. Le docteur Aristide Taïsile, psychopathologue à Amiens en France, indique que l'alcool peut avoir des conséquences directes ou tardives sur l'individu. Suivez. Avant de parler de l'impact de l'alcool sur l'individu, on va plutôt se demander pourquoi la personne puisse prendre de l'alcool. L'alcool pas pour boire tout simplement, mais plutôt aussi l'alcool pour se droguer, oublier et faire face à pas mal de situations compliquées que la personne peut rencontrer. Comme une réponse qui peut répondre pas seulement à un événement, une situation qui lui arrive, mais aussi à une sorte de stress, d'anxiété, de la dépression, ainsi de suite. Et donc pour parler de l'impact alors, qui viennent, c'est ne pas répondre effectivement à ce stress, alors qu'on prend l'alcool à la place de répondre à ce stress et à l'anxiété. Mais c'est aussi ce que je peux appeler des problèmes retard. Donc ce qui va arriver plus tard sur le corps psychique, sur le corps mémoire, neuropsychologique, et puis sur le corps santé somatique. C'est pas direct. C'est pour ça que l'alcool est très dangereux. C'est pas direct dans le sens où on le consomme au fur et à mesure, et c'est là que ça devient un problème sérieux. Mais ça dépend. Ça peut être aussi des conséquences directes. Tout dépend de ce qu'on a consommé, de comment on le consomme. Il y a un style qu'on appelle le binge drinking qui consiste à boire beaucoup de quantité en même temps en mélangeant beaucoup de types d'alcool. Et cela peut faire tomber la personne dans un coma éthylique. Et s'il est sur la route et qu'il tombe dans ce coma-là, qui sait, il peut mourir aussitôt. Tout dépend de quand est-ce qu'on a commencé de prendre de l'alcool. Parce que quand on commence de parler de l'alcool, de l'alcoolisme, c'est question de répétition, de fréquence et de durée. Combien de quantité on prend, dans combien de temps et combien de répétitions cela arrive. Et c'est aussi pourquoi on prend de l'alcool. Bien évidemment, l'alcool pour l'enfant sera très grave dans le sens où ça peut impacter son développement. L'enfant, ça veut dire de quel âge à quel âge? On dira de 2-3 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. Après, ça sera la préadolescence. Et ça reste les enfants, effectivement. Mais l'alcool va gâcher beaucoup de choses. Du point de vue psychologique, d'abord, ça va gâcher ce qu'on appelle l'estime de soi. Un jeune homme ou un jeune enfant qui prend de l'alcool, même un adulte, mais plus les ados qui prennent de l'alcool, pensent que c'est par là qu'ils puissent trouver l'estime de soi. Quand j'ai pris un verre d'alcool, je peux parler, je me sens libre. Et quand j'ai un verre d'alcool, je peux draguer. Et donc là, ça lui donne l'envie de parler, d'entrer avec les autres. Donc ça casse directement ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne peux pas passer un examen si je n'ai pas bu. Je ne peux pas passer un interview si je n'ai pas bu. Sauf que passer une interview avec la consommation d'alcool, des fois, ça impacte. Qu'est-ce que ça impacte alors? Ça impacte d'abord la concentration et la mémoire et l'attention des personnes qui prennent de l'alcool à long terme. Là, c'est du point de vue neuropsychologique. Sinon, du point de vue somatique, ça peut causer des cancers. Mais je parle ce qui me concerne en tant que psychopathologue. Et donc, ça va concerner plus sur la concentration, sur l'attention, sur le manque d'estime de soi, sur... ça peut aussi impacter, s'il y a l'estime de soi, ça peut impacter la vie du sommeil, la vie sexuelle et la vie, j'allais dire, de ce qui concerne le manger. Place à l'agriculture pour parler de l'usage de fertilisants où il est très important d'acquérir des connaissances relatives, ce qui permet largement de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Rwanda. Suivons les détails. Cette chaîne de traitement de semences est évidente depuis la recherche, la production de semences, la distribution à la communauté, les problèmes auxquels elle est confrontée, etc. Certains producteurs de fruits affirment que le manque de connaissances est l'un des obstacles à leur travail. Kamasha Zinora, l'une des productrices de fruits dans le district de Nyagatare et Gatsibo.
C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Parce qu'il y a 3 premiers jours d'accouplement avec les mâles. Ensuite, il y a les jours que l'on fertilise avec les femelles. Il arrive donc qu'ils ne respectent pas ces jours. Ou ils plantent des graines et il n'y a pas de l'eau. Les graines mâles ne poussent pas pendant les 3 jours prévus, mais en plantant les femelles, ils bougent une fois ensemble. Le directeur général du développement agricole au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Dr Patrick Karangwa, affirme que le Rwanda est prêt à aider les agriculteurs à obtenir de bonnes semences qui produisent de bons rendements. Cependant, il y a encore des obstacles qui empêchent cette série de traiter les semences. Cependant, le problème de l'insuffisance de connaissances n'est pas la seule préoccupation des sélectionneurs de semences et des agriculteurs en général. Agui Kondé, directrice adjointe des programmes d'innovation à l'AGRA, affirme que l'utilisation de la technologie serait une solution pour le producteur de semences frauduleux. La réponse aux mauvais fournisseurs de semences est de mettre en place les réglementations appropriées. Comment savoir si la personne qui apporte les semences sur le marché en a le droit? Comment pouvez-vous garantir la traçabilité des semences vendues à l'agriculteur? Si j'achète les semences, vous les vendriez et vous les suivriez. Jusqu'à présent, nous disposons de la technologie nécessaire pour cultiver cette série de semences. Ainsi, les petits agriculteurs élimineront les risques auxquels ils sont confrontés et non à l'agriculteur qui doit détruire la semence, car la technologie nous permettra de savoir d'où elle provient. Il y a 5 ans, le Rwanda s'est fixé pour objectif de cultiver ses propres semences au lieu de les importer à l'étranger. L'objectif est également de faire du Rwanda un terre d'accueil pour les semences de haute qualité, de sorte que tout le monde qui veut de meilleures semences les trouvera au Rwanda. Jessica Agassaro, télévision rwandaise. La Chambre de première instance du mécanisme résiduel des tribunaux pénaux a suspendu l'audition des éléments de preuve à charge dans l'affaire procureur contre Félicien Kabuga en cours à La Haye aux Pays-Bas. La Cour a indiqué qu'il procédera respectivement à l'examen des conclusions des experts médicaux indépendants en date du 15, 23 et 29 mars 2023 afin de s'assurer de l'attitude de Kabuga à suivre son procès. Le journaliste Senelugilo Emmanuel, qui a suivi de près les procès pour génocide contre les Tutsis auprès de l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie, estime qu'il n'est pas étonnant de voir la justice internationale prendre une telle décision malgré que le procès Kabuga soit un procès phare vu les charges qui pèsent contre lui. C'est Kabuga est plein de signification également, parce que il est présenté même devant le TPR qui a initié son dossier avant de le transférer. Oui, avant de le transférer. Il est considéré comme l'argentier du génocide, comme le financier. Le grand financier. Comme l'homme sans lequel la justice, pardon, le génocide n'aurait pas eu lieu. Et c'est lui qui était à la tête de ce qu'on appelait à l'époque l'autodéfense civile. Hein. Oui. L'homme sans son argent, les moyens que les Interahamwe ont utilisés pour, je pense notamment aux fameuses machettes, je pense on parle surtout des machettes, mais c'est que les véhicules, le transport, ouais. Donc l'homme sans lequel le génocide n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'avait pas mis tous ses moyens. Les avocats de l'accusation parlaient de l'homme qui a rendu le génocide possible. Oui. Pendant plus de 23 ans. On parlait de Kabuga qui se transformait en socio en cela. On parlait de Kabuga aujourd'hui au Kenya. Qui apparaissait, disparaissait. Oui, apparaissait, disparaissait. On parlait de Kabuga insaisissable. Oui. Autrement dit, une sorte de spectre
autour de lui. Oui, qui tournoyait et dont tous les mécanismes de la justice ne pouvaient l'attraper. Donc, quand donc le 16 mai 2020, la justice française, quand la sécurité française met la main sur lui, c'est déjà une sorte de victoire. Oui. Mais quel homme retrouve-t-on à ce moment-là? C'est un homme malade, presque fini. Oui. Le voir jugé aujourd'hui, c'est en réalité une sorte d'avancée, de pas contre la montre, parce que vu ses différentes pathologies, vu son âge, on dit voilà, s'il meurt, hein, la présomption d'innocence. Oui. Il aura bénéficié de cette présomption d'innocence, il mourra innocent. Oui. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui son procès, considéré comme un procès phare, avec des anomalies qu'on reconnaît aujourd'hui, bon, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Certains y voient également une sorte de manœuvre dilatoire. Une sorte de manœuvre dilatoire qu'on rencontre et qu'on reconnaît, surtout devant ces tribunaux internationaux, des manœuvres dilatoires qu'on a longtemps vues dans les procès Boutaré avec le TPR, le procès d'Ido Boutaré, Nyirama Suruko, son fils, voilà, qui a duré plus de 10 ans. Oui. Le procès des militaires, le procès donc Bagosora, le procès des dirigeants du MRND, Karemera et autres. Yahweh, voilà. Des manœuvres dilatoires qui, pour la défense, entendent faire perdurer le procès et, si besoin en est, voilà, comme c'est arrivé avec Joseph Nziroela, il est mort en cours de procès, hein, son procès n'était pas encore terminé, et voilà, aujourd'hui, il est mort innocent. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre et qui est inévitable au niveau de ces tribunaux internationaux. Et puis, quelque chose qu'il faut mentionner, pourquoi ces 3 jours? Pourquoi ces 2 heures? La justice internationale a tendance à faire fi des desiderata des victimes et à se soucier plus des suspects. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est comme si cette justice prenait plutôt grand cas des desiderata de la défense plutôt que du procureur. Ouais. Un procès très important, un procès très significatif, mais un procès dont je ne vois pas personnellement l'issue, étant donné que les différentes pathologies dont souffre Kabuga, et puis avec certaines de ces manœuvres dilatoires. Aujourd'hui, la défense est en train de mettre les bâtons dans les roues. Donc le procès, la défense, donc Kabuga et sa famille, ont longtemps essayé de rejeter le conseil principal, le français maître Emmanuel Altit, pour faire justement durer le procès. Voilà. Je vois mal que l'issue est... que je crains que Kabuga ne disparaisse avant que le verdict final tombe.
Voilà, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité nationale et internationale. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une agréable suite de nos programmes. Vous étiez avec Amandine Dikomasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.